Vous êtes sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Vous écoutez actuellement Emma, Charlène et Mathilde. Désormais, nous nous retrouvons plusieurs fois d'ici la fin de l'année pour aborder des thèmes qui touchent notre génération. À commencer aujourd'hui par les substances addictives que nous parlera Emma et de l'hyperconnexion avec Charlène. Mais juste avant, nous allons laisser place au British Moment avec Mathilde. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, je consacrerai le British Moment au sujet comment apprendre l'anglais facilement. Alors, l'anglais, il faut savoir qu'il est quasiment partout dans le monde. Il est de plus en plus facile à prendre en main, mais si on sait tout d'abord par où commencer. Donc si votre intérêt est de comprendre et de parler sans difficulté, vous avez les moyens de vous former rapidement sans avoir besoin de perdre du temps dans les classes. Un voyage linguistique en immersion totale dans un pays anglophone chez l'habitant est une solution souvent envisagée. Mais si vous en avez les moyens, c'est vrai que c'est une méthode efficace, mais bon, tout le monde n'a pas ces moyens et donc les autres méthodes d'apprentissage, j'entends, sont également nombreuses, rassurez-vous. Et oui, donc dans un premier temps, avant toute chose, il convient d'avoir les bases, c'est-à-dire grammaire et conjugaison. Bon ok, c'est pas très drôle et ça peut paraître idiot de le rappeler, mais faire l'impasse sur les bases de la langue, c'est partir avec un sérieux handicap. Et parmi les bases essentielles, on peut y mettre les temps et les verbes irréguliers. Les bénéfices que vous en tirerez sont considérables. Mais bon, faites un effort et dites-vous que c'est le prix à payer pour profiter de votre voyage. Commençons par le fait d'apprendre l'anglais sans mobilité. Premièrement, entendre, c'est important. Sachez que dans un premier temps, la régularité est primordiale pour une progression rapide. Il vaut mieux s'y adonner petit à petit, chaque jour, plutôt que visionner un film en voix originale toutes les 2 semaines. Vous pouvez visionner plusieurs épisodes d'une série qui vous plaira tous les soirs, d'abord sous-titrée en français, puis quand vous vous sentez prêt, en version originale. C'est particulièrement en version originale que vous allez progresser dans votre écriture, car vous allez assimiler de la grammaire et des expressions. Et si vous êtes à court de séries et de chansons, sachez qu'il existe bien d'autres moyens. À commencer par exemple par YouTube, où vous trouverez du contenu sérieux et risible, drôle ou scandaleux, avec des thèmes couvrant tous les centres d'intérêt possibles et imaginables. Il y a forcément un podcast ou une chaîne YouTube anglophone faite pour vous, dites-le vous. Abonnez-vous à quelques-unes d'entre elles et écoutez-les dans votre voiture ou regardez-les sur le chemin de l'école ou du travail, dans les transports en commun, au même titre que vous regardez Instagram par exemple. Au début, vous pourriez trouver les différents accents locaux difficiles à saisir, mais bon, soyez persévérants et vous commencerez bientôt à comprendre ce que vous entendrez. Deuxièmement, lire. Et oui, la littérature classique, les livres de poche, les journaux, les sites internet, les emails, vos flux de médias sociaux, etc. Tout est écrit en anglais et lisez-le. Pourquoi ? Eh bien parce que ces contenus regorgent de nouveaux mots de vocabulaire en plus de tous ceux que vous connaissez déjà. Ça vous aidera à progresser rapidement puisqu'une exposition répétée à un vocabulaire connu en illustrera d'autres exemples dans de nouveaux contextes, renforçant ainsi ces mots dans votre esprit. Troisièmement, vous pourrez compter sur vos amis. Vous avez des amis qui publient en ligne en langue anglaise par exemple sur Facebook ? Eh bien ne masquez pas leurs publications dans votre fil d'actualité. Parcourez les messages qu'ils partagent et engagez-vous à en explorer 1 ou 2 par jour. Il peut s'agir de communiqués ou d'articles de magazines, de vidéos, de conversations, de blogs, de chansons ou n'importe quel type de thème. Du moment qu'ils sont rédigés en anglais et que le sujet abordé vous intéresse, cela vous servira. Et dans un dernier temps, inspirez-vous des vedettes que vous aimez. Diversifiez votre apprentissage en choisissant un acteur ou un chanteur anglophone que vous aimez. Vous pourrez alors regarder de nombreuses interviews. Regardez-les une première fois pour en saisir l'essentiel. Là encore, prenez le temps de noter les expressions et les termes que vous jugez intéressants. Les mots d'argot, les histoires, les formules satiriques et les anecdotes issues de ces interviews ne manqueront pas d'enrichir fortement votre vocabulaire. Passons alors à l'apprentissage de l'anglais avec la mobilité. Eh bien, premièrement, partir à l'étranger, c'est pas un secret. S'il existe une meilleure façon d'apprendre l'anglais que de s'en imprégner totalement en vivant et en étudiant dans un pays anglophone, on aimerait la connaître. Ce n'est un secret pour personne que l'anglais est la langue la plus parlée au monde et face à une liste de pays anglophones aussi impressionnante, vous aurez l'embarras du choix. Donc visez les auberges de jeunesse, les logements chez l'habitant, autant de lieux qui vous aideront à mieux vous insérer dans la vie locale. Ensuite, il faudra bien évidemment parler et comprendre, de préférence avec des locuteurs natifs et comprendre ce que l'on vous dit. Parce que pour un grand nombre de personnes qui rêveraient de maîtriser l'anglais, parler et comprendre la langue est devenu une barrière difficile à surmonter. Ouvrez-vous aux populations natives pour multiplier les échanges, inscrivez-vous à un cours, prenez des leçons en ligne, bref, plein de solutions. Vous devrez évidemment vous habituer à entendre les gens parler entre eux, très vite surtout, et avec un accent. Notez ce que vous en comprenez et ne vous découragez pas. Le but n'est pas de saisir chaque mot ou même chaque phrase, mais la globalité de la conversation. Vous affinerez votre oreille au fur et à mesure. Ne soyez pas trop exigeant tout de suite. Concernant votre élocution, essayez de la travailler un maximum votre prononciation avant de partir. Et gardez tout de même en tête qu'elle est importante, mais elle n'est pas une priorité quand on commence. Elle viendra avec la pratique.
Et dans un dernier temps, il est important de noter, parce que tout au long de votre avancée, vous construirez votre carnet d'anglais. Notez tout ce qui vous semble pertinent. Vous aurez des sortes de lacunes en fait qu'il vous faudra combler à un moment ou à un autre. On ne retient pas chaque mot du premier coup, ainsi chaque fois que vous entendrez ou lirez un mot ou une expression inédite, il faudra prendre soin de la noter dans son contexte de préférence, c'est-à-dire en réécrivant la phrase entière et en précisant le sens. Cela vous permettra à long terme de gagner du temps. En conclusion, il vous faudra viser la perfection sans vous inquiéter du résultat. Le but est de vous guider pour obtenir un niveau de base qui vous permette de mieux comprendre et de mieux vous faire comprendre. Une fois les acquis ancrés en vous, votre progression prendra de l'ampleur. Et si vous avez l'impression de ne pas faire de progrès, ce qui arrive à tous les apprenants à un moment donné, dites-vous « Je suis en train d'apprendre l'anglais et je progresse de jour en jour » ou encore « Je me débrouille tellement mieux qu'il y a 6 mois » ainsi que d'autres expressions propices à vous rappeler la situation globale. Ce sont toujours les premiers mois qui nécessitent le plus d'efforts. Eh bien, merci beaucoup Mathilde. J'espère que les conseils de Mathilde vont vous aider à enrichir cette langue. Donc tout de suite, avec Emma, donc, il va nous parler des substances addictives. Oui, c'est ça. Donc Emma, je te laisse donc la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des substances additives. Ce phénomène nécessite toujours des informations complémentaires car nous n'en savons jamais assez sur ce mouvement qui peut toucher un grand nombre de nos proches ou peut-être vous-même. Avec un score de 100%, l'étude de David Nutt a démontré que l'héroïne est la drogue la plus additive au monde. Cette étude a été prouvée avec des expériences menées sur des animaux de laboratoire. Cette drogue, classée pourtant deuxième en termes de nocivité, est détrônée par l'alcool qui lui est 3 fois plus dangereux que la cocaïne et le tabac. Cette maladie cérébrale chronique pose réellement de plus en plus de problèmes avec un nombre d'individus croissant dans une consommation de plus en plus importante. C'est alors qu'on peut découvrir que ce ne sont pas les drogues illicites qui sont les plus dangereuses, mais bel et bien un produit qui est consommé plus ou moins par une quasi-totalité de la population, sans forcément penser aux dégâts que cela peut engendrer. Ce point très surprenant pourrait donner interrogation sur la législation ou la délégislation de certains produits, comme l'alcool par exemple. Le terme drogue désigne donc les substances conduisant à une dépendance. Parmi ces substances, on compte notamment la nicotine, les médicaments addictifs, les stupéfiants ainsi que l'alcool. Leur point commun est qu'elles altèrent la conscience ou la manière de percevoir les choses et peuvent déclencher des sensations que le sujet trouve agréables. La dépendance ne se développe pas d'un jour à l'autre. Souvent, des années sont nécessaires pour que le sujet abuse d'une substance par simple habitude ou plus tard qu'il développe une dépendance. Mais en revanche, pour certaines substances, le développement de la dépendance est très rapide. Prenons l'exemple de l'alcool et de l'héroïne. Beaucoup de gens parviennent à consommer de l'alcool avec modération sans devenir dépendants, alors que, au contraire, d'autres substances entraînent très rapidement une dépendance psychique ou physique. C'est le cas pour l'héroïne où quelques jours suffisent, tout comme le crack qui ne nécessite parfois qu'une seule prise. Le crack est un mélange de cocaïne. Donc l'addiction est une inefficacité de la volonté. Être dépendant, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir. Ces mots du docteur William Lowenstein pour une interview de SOS Addiction expriment que le sentiment de dépendance ne peut plus être contrôlé et géré par soi-même. La prise de décision devient impossible car le subconscient est dépassé par l'addiction. La dépendance à plus ou moins grande échelle est alors à prendre très au sérieux afin de ne pas tomber dans un engrenage interminable qui détruiront vos cellules petit à petit. Si vous êtes en cas de difficulté et que vous ne souhaitez pas en parler à vos proches, vous pouvez toujours contacter le centre Drogue Info Service au 0800 23 13 13. Des professionnels de santé seront là pour vous écouter et vous guider afin de vous aider à retrouver une vie saine. Eh bien, merci Emma pour ces conseils, notamment. Donc, tout de suite, nous allons laisser place à Charlène. C'est concernant l'hyperconnexion. Car je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais 57% des Français se disent incapables de passer 1 heure sans consulter leur smartphone. Mais Charlène, d'abord, avant d'aborder le sujet, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça consiste l'hyperconnexion ? Donc l'hyperconnexion, c'est la dépendance à l'univers informatique. On parle d'hyperconnexion lorsqu'une personne est connectée plus de 3 heures par jour. Aujourd'hui, elle désigne plus particulièrement la dépendance à Internet et s'intensifie d'année en année. Cette augmentation s'explique par un taux d'équipement matériel numérique chez les familles de plus en plus élevé. Même les plus petits possèdent déjà leur propre tablette. 14% des 1 à 6 ans en possèdent déjà une et 29% pour les 7 à 19 ans.
Et Charlène, est-ce que tu peux nous dire qui est concerné par l'hyperconnexion ? Donc l'hyperconnexion touche de nombreuses personnes qui privilégient la connexion aux appareils numériques en dépit des relations humaines. On retrouve cette addiction notamment chez les jeunes puisqu'ils sont nés dans le milieu de la technologie. Ils ont tendance à sacrifier les moments en famille pour passer leur majeure partie des journées sur les réseaux sociaux, à envoyer des SMS ou encore jouer aux jeux vidéo. C'est le cas pour Ali, une jeune adolescente qui a témoigné dans le journal Le Figaro, où elle affirme ne plus s'adresser à ses parents pour résoudre ses problèmes personnels qu'elle rencontre dans sa vie, mais qu'elle préfère se tourner directement vers ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ce comportement de plus en plus fréquent peut engendrer de nombreux conflits. En effet, dans le journal Le Point, 43% des jeunes de 18 à 24 ans admettent qu'il leur arrive de se disputer avec leurs parents au sujet d'un usage excessif du téléphone portable. Et les adultes, ils sont concernés aussi ? En effet, l'hyperconnexion est également très présente chez les adultes, mais en particulier liée au monde du travail. Le numérique est aujourd'hui un incontournable dans le quotidien professionnel puisqu'il permet un gain de productivité, une réactivité plus rapide, des tâches automatisées et un travail à mobilité. Cependant, ces outils numériques professionnels causent de multiples problèmes dans l'équilibre vie privée-vie professionnelle, puisque plus d'un tiers des actifs utilisent chaque jour ces outils en dehors de leur temps de travail. D'après une étude parue dans le journal Sud-Ouest, un tiers des cadres français se déconnectent rarement, voire jamais en dehors de leur temps de travail et finissent leurs tâches comme la gestion des mails chez eux jusqu'à parfois des heures tardives. Et est-ce que cette hyperconnexion a un risque sur la santé ? Évidemment, l'hyperconnexion entraîne énormément de risques, que ce soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Les risques sont principalement au niveau physique, dû aux ondes numériques, mais on constate également un assèchement des yeux dû aux écrans, des maux de tête ainsi que des troubles musculo-squelettiques provoqués par la posture adoptée devant un ordinateur. L'utilisation excessive du téléphone portable peut augmenter les risques de tumeurs au cerveau et avoir des effets négatifs sur la fertilité masculine. Au niveau des risques dans la vie privée et professionnelle, on constate un cloisonnement des individus qui diminue l'épanouissement personnel ainsi que les partages et la communication au sein des membres de la famille et également des amis. Et Charlène, donc comment on peut faire alors pour échapper à ces risques ? Donc pour échapper à ces risques, au niveau professionnel, la loi El Khomri institue un droit à la déconnexion. Donc que signifie ce droit ? Tout simplement, le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable en dehors de ses heures de travail. Ce droit est désormais inscrit dans le Code du travail et les entreprises ont donc le devoir de mettre en place des mesures de régulation de l'outil numérique. Ces mesures viseront à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Eh bien Charlène, je te remercie beaucoup. Donc je remercie Emma, Charlène et Mathilde. Nous nous retrouverons donc pour une prochaine émission. Donc n'oubliez pas d'aller consulter notre page Facebook du Littoral Col d'Opale. Au revoir.